le monde, je suis Paulina Grigorieva, excusez-moi pour le décalage de diffusion du PowerPoint. Donc, je suis chef de projet Vitam Accessible en Service et je viens vous parler de Vitam Accessible en Service avec Camille Tadjer, qui est chef de mission des archives au ministère de la Transition écologique et la cohésion des territoires, et Emmanuel qui avait envie de s'asseoir avec nous. Voilà. Alors, nous sommes venus vous parler de Vitam Accessible en Service et vu que vous avez eu une présentation de l'organisation du programme Vitam et de comment Vitam Accessible en Service a été ramené un petit peu ce matin avec un rappel, on ne va pas se focaliser entièrement sur la chronologie, les origines, la genèse, mais vraiment parler de l'avant Vitam Accessible en Service et de aujourd'hui. Pour cela, on va vous faire un petit rappel du contexte avec Camille, qui va vous parler des origines du projet, puisqu'elle les connaît bien mieux que moi. Moi, je suis arrivée il y a 3 mois et Camille était là dès le début. Donc, je vais lui passer la main pour vous faire une présentation des origines vraiment du projet Vitam Accessible en Service et de comment est-ce qu'on est passé d'un back-office Vitam vers une interface homme-machine, Vitam UI, et d'une offre de services autour de cette proposition de IHM et de services proposés par le ministère de la Culture et les porteurs. Merci Paulina. Donc effectivement, en essayant tout de même de faire un peu rapide, parce que je pense qu'à force, c'est quand même assez clair et connu de tous. Donc comme ça vous a été rappelé ce matin, donc, vous le savez, le programme Vitam, le projet Vitam à l'origine, c'était d'abord et avant tout un back-office. C'est ce qui a été souhaité et voulu par les 3 porteurs historiques, mais le programme s'est aussi rapidement adjoint un certain nombre de partenaires qui venaient un petit peu toquer à la porte pour voir ce qui se passait et s'ils pouvaient éventuellement eux aussi faire quelque chose de ce beau projet. Le MTE en tête, puisque on aime bien le rappeler, on a été les tout premiers à signer une convention de partenariat avec Vitam en 2015. Donc effectivement, au fur et à mesure que les développements du back-office avançaient et que les partenaires que nous étions avançaient eux aussi dans leur projet, puisque comme nos collègues des affaires sociales qui viennent de brillamment l'exposer, on avait aussi tout un projet qui impliquait de s'interroger sur quelles étaient nos données, ce qu'on comptait en faire, ce dont on avait besoin, etc. On se posait tout un tas de questions. On avait, nous aussi, appris sagement qu'il nous fallait absolument un SAE, donc on avait dit qu'il nous en fallait un, mais on ne savait pas exactement comment on allait en avoir un et sous quelle forme on allait contractualiser ou pas avec du public, du privé. Ce qu'on savait dès le départ, c'est qu'on voulait du Vitam, mais effectivement, Vitam juste back-office, restait le problème des interfaces et restait le problème des infrastructures de stockage à trouver. Et le constat qui a été rapidement le nôtre, c'était quand même que d'envisager, à l'instar des ministères porteurs, d'assurer l'un et l'autre tout seul, donc le développement d'interfaces qu'on puisse réutiliser et le fait de trouver des infrastructures de stockage qui nous permettent d'installer le logiciel, ça allait sans doute être très compliqué, et d'un point de vue de moyens humains et techniques, et aussi et surtout parce que c'est quand même un peu le nerf de la guerre d'un point de vue financier. En revanche, et c'est là que la lumière est apparue, si j'ose dire, on s'est rendu compte en discutant avec nos collègues et avec les autres partenaires que tout le monde était quand même un petit peu dans le même bateau et sur les mêmes problématiques au même moment. C'est-à-dire qu'on avait avancé un petit peu de la même manière dans nos projets et dans nos questionnements, et on en était tous un petit peu à cette conclusion de on a besoin d'un SAE. Quand je dis on, je parle en tout cas à ce moment-là essentiellement des ministères qui étaient partenaires de Vitam hors porteur tout de même. Il y avait quelques opérateurs qui étaient aussi concernés, mais c'était surtout avec nos collègues des ministères qu'on dialoguait. Et donc assez naturellement, on s'est dit, puisqu'on a le même besoin, le fait de pouvoir avoir un Vitam en intermédiaire et de pour ça pallier les manques front office et infrastructure, pourquoi on ne mutualiserait pas nos efforts, pourquoi, quitte à le faire, on ne le ferait pas tous ensemble, puisque ça permettrait de diviser les coûts, ça permettrait que chacun mette un petit peu la main à la pâte d'un point de vue humain, et d'un point de vue de moyens, de technique, etc. etc. Donc tout ça s'est passé à peu près au début de l'année 2018, si je ne m'abuse, et si ma mémoire est bonne. Ça a mis tout de même un tout petit peu de temps
a démarré parce qu'au-delà de convaincre les archivistes des ministères qu'il était déjà depuis longtemps, il fallait aussi convaincre nos hiérarchies respectives et convaincre nos collègues des DSI avec qui on avait des rapports plus ou moins distendus. Donc entre le moment où on s'est mis d'accord pour le faire et le moment où on a pu réellement s'y mettre, on va compter un bon semestre, puisque le lancement officiel du projet du projet VAS, je crois que c'était en septembre 2019. Voilà. Donc entre janvier 2018 et septembre 2019, il y a eu de nombreuses tractations, de nombreuses réflexions sur comment on allait fonctionner ensemble, et un peu comme les ministères porteurs à leur époque, mutualiser c'est bien, mutualiser comment, jusqu'où on va dans la mutualisation, comment on s'organise, etc., etc. Et donc la manière dont on a organisé les choses a été un petit peu calqué du coup sur la manière dont les choses avaient été faites et organisées pour les développements du back-office. C'est-à-dire que ça s'est passé dans le giron de Vitam, avec un chef de projet qui est VAS, qui était Joris Bricou à l'époque, qui travaillait directement avec l'équipe Vitam, et des ETP mis à disposition par les 3 ministères porteurs du projet VAS, du coup, qui étaient la culture, nous-mêmes, donc le MTE et les affaires sociales. Voilà. Et sans complexifier les choses, mais tout de même, au final, la mutualisation qu'on voulait assez simple, puisque juste entre nous, s'est révélée assez compliquée, puisqu'il y a eu une surcouche de mutualisation sur la mutualisation avec le fameux Vitam UI. C'est-à-dire que pour la partie des développements du front office, donc rester complètement juste uniquement côté VAS, la question des infrastructures, mais pour la partie front office, il y a finalement, au-delà des 3 ministères porteurs de VAS, plusieurs partenaires Vitam, le CINES, le CEA, Exilience, qui était aussi intéressé par le fait de mutualiser les efforts en termes de développement du front office. Et de là est née l'initiative que vous connaissez, Vitam UI. Donc en fait, VAS est devenu un composant pour une partie de son projet de Vitam UI. Donc on a vraiment eu plusieurs couches de mutualisation qui n'a pas forcément été toujours évident de faire fonctionner ensemble et coïncider, mais bon an, mal an, on a fini par y arriver, puisque donc on peut bénéficier du système en production depuis septembre dernier, pour notre plus grand bonheur. Et je laisse peut-être la main à Paulina pour compléter sur ce qui se passe aujourd'hui. Merci Camille. Je vais juste compléter, c'était très complet comme présentation. Donc juste vous mentionner le fait que cette mutualisation d'efforts, c'était un besoin commun et général qui a permis d'aboutir à un service pour tous, grâce à la mobilisation des acteurs, donc les ministères porteurs, les contributeurs et le club utilisateur. Et ce qui a guidé cette mutualisation et son succès, c'est le partage des objectifs et la mutualisation des moyens. Emmanuel, je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose avant qu'on passe à la diapositive suivante. Non, vous êtes très complète, il n'y a rien à ajouter, c'est parfait. Super. Vitam accessible en service aujourd'hui, donc un petit peu une cartographie de ce qui se passe actuellement, donc depuis septembre 2021 sur VAS. Tout d'abord, on a un cadre juridique clairement défini, donc on devient utilisateur VAS en signant une convention de coopération public-public et les conditions générales d'utilisation. Je ne sais pas si tu veux commenter au fur et à mesure que je présente les différents points, le point de vue du MTE par rapport aux différentes... parce que ça serait un petit peu peut-être trop dynamique. Thierry qui fait ça. Enfin, d'ailleurs, les autres collègues des ministères pourraient commenter aussi. Donc on a un modèle économique. Donc là, le modèle économique permet, donc garantit l'utilisation de ce service pour tous les utilisateurs, puisqu'il y a un... Oups, nous avons perdu la connexion. On n'a plus Internet, quoi. C'est nous. Donc, je ne sais pas s'il y avait des gens en face, mais... Au revoir. Ça marche. Donc, le modèle économique, pour pouvoir donc bénéficier du service, ça repose sur quoi? On a une part forfaitaire qui est basée sur le volume d'archives en gestion, donc exploitation, hébergement, développement et licence que payent les utilisateurs, et puis une part variable qui est basée sur le volume qui est stocké pour chaque utilisateur. Et donc l'infrastructure mutualisée, c'est la centralisation de l'exploitation et de la maintenance de la plateforme.
Pour vous donner une idée du chiffre, de métriques, on a donc les métriques de production pour l'ensemble des tenants qui sont mis à disposition des utilisateurs. On a un total de 2,29 teraoctets aujourd'hui, donc les chiffres datent de cette semaine, littéralement de lundi. On a 389 550 objets et 458 versements. Et donc là, on va faire un petit focus sur les métriques du ministère de la Transition écologique pour que tu puisses un petit peu commenter les chiffres qui sont affichés. Oui, tout à fait, pour mieux les dépasser, justement, puisque donc, vous voyez que par rapport aux 2 Tera 3 qui sont aujourd'hui sur la plateforme, nous, on a quand même des chiffres qui sont relativement réduits. Mais c'était effectivement, on trouvait intéressant de dépasser un peu ces chiffres et de vous expliquer leurs raisons, en tout cas chez nous. Et ce qui est intéressant, c'est que comme vous avez eu la présentation des ministères sociaux juste avant, en fait, vous avez vraiment 2 cas d'usage différents. Et nous, comme les ministères sociaux, on a mis en place un projet, donc je le disais à l'instant, dès 2015, où on a aussi préparé nos données à rentrer dans VAS. On s'est intéressé assez classiquement, nous aussi, et au SI, et à la bureautique, et aux messageries. On a aussi beaucoup collecté, un peu sur le même système, sur des serveurs sécurisés. La majorité de ce qu'on collectait, assez classiquement aussi, était issu des collectes cabinets, puisque c'était quand même des collectes qu'on ne pouvait pas refuser, avec le bonheur ou le malheur, je ne sais pas, d'un point de vue stockage, qu'on a réussi à obtenir une collecte systématique des messageries des conseillers cabinets. Donc on chiffre aujourd'hui notre arriéré de bureautique et de mail cabinet à peu près à 10 teraoctets, ce qui nous met un petit peu le vertige très concrètement. Et qui nous a poussé en fait à décider de pas du tout communiquer sur l'arrivée de VAS en production en septembre 2021 pour espérer pouvoir tranquillement dans notre coin résorber déjà cet arriéré énorme avant de pouvoir proposer aux services et d'ouvrir les vannes et de mettre un petit peu tout ce qu'ils voulaient, enfin de proposer en tout cas, un petit peu tout ce qu'ils voulaient verser, mais ça n'a pas suffi, le fait de ne pas communiquer dessus, parce que en fait on a fait face pour le coup à une demande très proactive qui nous tombe dessus régulièrement, qui est celle de faire face aux gros projets de démat du ministère, qui font qu'en fait on a plusieurs SI qui nous sollicitent pour absolument pouvoir mettre en place des flux depuis les SI vers le SAE. Donc comme vous le savez, ça implique quand même des mini-projets à chaque fois, qui prennent des moyens, qui prennent du temps et qui mobilisent toutes nos équipes et qui sont assez ingrats en termes de chiffres, puisque tant que c'est pas fini, il n'y a rien. Mais qui, une fois que ça sera fini, pour le coup, vont faire un peu exploser les scores, parce que par exemple, on a un projet de versement des dossiers de francisation de navires pour lequel il faut construire un petit connecteur. Ça représente 24 Tera de données. Voilà. Ça représente 24 Tera de données, donc c'est énorme. Et quand ça va passer, alors j'allais dire ça va passer d'un coup, je ne veux pas donner des surfroides, mais ça va passer assez rapidement tout de même, puisque tout sera prêt quand il sera l'heure de les mettre. Ce qui ne nous empêche pas de vouloir tout de même résorber notre arriéré, mais du coup on est obligé de viser un petit peu les creux de ces projets SI. Là, par exemple, cet été, on va essayer de commencer à résorber petit à petit nos petits 10 Tera là, qui nous attendent sagement. Merci Camille. Du coup, les chiffres ne vont pas tarder à changer pour la rentrée du côté du MTE-CT. Merci. Après, je voulais vous parler donc, du support aux utilisateurs de VAS. Donc, le support aux utilisateurs est assuré par l'équipe de VAS et de Vitam. C'est un support sur un outil qui est utilisé par des archivistes qui sont utilisateurs et sur lequel, depuis l'ouverture du service, 59 tickets ont été ouverts au total. Et sur ces 59 tickets, il y en a 38 qui ont été fermés, donc qui sont résolus et qui sont terminés. Ce sont des tickets qui peuvent être des signalements de bugs, des demandes d'évolution ou des tickets d'échange d'informations. Et puis la question qu'on va se poser maintenant, c'est et après, maintenant que VAS est en place, quelle est la suite? Qu'est-ce qui va se passer après? Un objectif de continuer à mutualiser autant que possible dans des domaines différents et couvrir de plus en plus de domaines.
et relever de nouveaux défis de mutualisation avec des nouveaux sujets qui sont déjà arrivés dès cette année sur comment mutualiser des tenants ou des organisations, et tendre vers un écosystème d'offres de services qui est adapté pour chaque type d'utilisateur. Donc avoir une offre de services complète et diffusée en interministériel sur un catalogue de services numériques qui est accessible à tous les agents de l'État qui souhaitent consulter en fait la description de cette offre ou avoir des informations pour savoir comment en bénéficier. Et pour terminer, on va vous présenter un petit schéma de la mutualisation. Donc c'est juste une diapo pour un petit peu vous montrer en un clin d'œil tout ce qu'on vous a présenté avant, mais avec un souhait de montrer à quel point la part de contribution dans la mutualisation a été progressive, avec un point de départ, donc pyramide inversée, étage par étage. On part de quelque chose où il y avait plusieurs acteurs qui étaient en train de tendre vers une mutualisation, et progressivement, le travail ensemble a amené à mutualiser sur du logiciel avec une mutualisation de coûts, puis ensuite sur l'opération d'infrastructure avec un club utilisateur et une technique, enfin un socle technique qui était de plus en plus mutualisé, jusqu'à ce qu'on arrive enfin à VAS avec la mutualisation de fonctionnalités et ce vers quoi on tend davantage, qui est à discuter bien sûr avec vous et avec les utilisateurs actuels et les futurs, sur une utilisation de code, de budget, d'affinage, d'organisation et une évolution potentielle du logiciel pour pouvoir répondre à des usages de plus en plus mutualisés avec de l'administration fonctionnelle autre, en tout cas proposer quelque chose de plus fin et des versements et des consultations, pareil, avec une réponse plus complète à des besoins qui sont en train d'être identifiés cette année. Je ne sais pas si tu souhaites ajouter quelque chose par rapport à l'évolution. Pour dire effectivement que voilà, la mutualisation et la réflexion sur ces modalités et jusqu'où on peut aller dans cette mutualisation, elle est effectivement loin d'être terminée. Je pense qu'il y a autant de nouveaux besoins qu'il y a d'utilisateurs de l'offre de services VAS. Notamment une qui nous occupe, je crois aussi que ça occupe les ministères sociaux, c'est la question de la mutualisation avec notre réseau, avec nos services déconcentrés, qui elle aussi va poser, enfin on pose déjà, mais quand il va vraiment falloir, qu'on a toujours promis à nos archivistes en services déconcentrés, puisqu'on leur remet donc pour l'info et pour l'explication du contexte, on met à disposition notre ONTE, on met à disposition de notre réseau d'archivistes en services déconcentrés le SIA, qui est administré en centrale et qui peuvent utiliser à leur niveau pour gérer les archives intermédiaires soit de la DREAL, soit de la DDT. Et le souhait a toujours été de pouvoir calquer le SAE sur ce fonctionnement-là. Sauf que ça pose quand même tout un tas de questions. Ça nous en pose et ça en posera certainement à l'équipe au moment où on voudra mettre ça en œuvre. Ça pose quand même des questions organisationnelles qui nous sont plutôt internes, parce que là on n'est plus sur une base de données qui permet de gérer des magasins physiques, on est vraiment sur de la conservation de données en tant que telles qui sont conservées directement dans le système, donc ça pose une question de responsabilité, hein, notamment juridique. Ça posera bien évidemment une question aussi financière interne, parce que là on leur fournira aussi du coup des espaces de stockage dans notre espace de stockage. Donc là encore, est-ce qu'il faut envisager de repenser la mutualisation d'un point de vue financier? Puis ça pose aussi, je ne suis pas forcément la mieux placée pour en parler, mais ça posera aussi forcément des questions techniques. Est-ce que c'est un seul tenant qui est à disposition de tous? Est-ce que du coup on prend autant de tenants qu'on aura d'utilisateurs internes, enfin de services déconcentrés chez nous? Voilà, c'est pour nous un petit peu les questions de demain, de 2023 on va dire, pour se donner un peu de marge, mais qui seront encore des nouveaux défis sans doute à relever en termes de mutualisation pour le projet. Merci beaucoup Camille. Emmanuel, est-ce que tu voudrais ajouter quelque chose? Non, j'étais monsieur présence, c'est tout. Nous sommes arrivés à la fin de la présentation. Si vous avez des questions, on a un petit peu de temps pour y répondre, parce que je crois qu'on avait encore une dizaine de minutes. Oui, une nouvelle version de la convention de coopération publique-public. Alors à mes heures perdues,
Je travaille dessus. Non, on a passé hier 3 heures avec Emmanuel sur la nouvelle version et j'espère que pour le milieu de semaine prochaine, et je cherche celui qui doit le recevoir le premier. Ah, il est là, c'est l'héros. Voilà, Pierre, j'ai noté le 6 pour ton copil. Donc après, je pourrais aussi, voilà, avec leur premier retour, la rediffuser. On a déjà une première version de cette convention de coopération public-public qui a été revue par un futur utilisateur et qui nous a proposé des corrections, mais qui questionne aussi sur le modèle même finalement de ce que nous on souhaite proposer, jusqu'où on va sur ce service, parce que c'est la première fois que c'est un service global qui est proposé, et puis qui questionne aussi très honnêtement sur la partie plutôt contractualisation du ministère de la Culture sur... c'est pas si souvent que ça qu'on propose un service payant à payer au ministère de la Culture, que le ministère va recevoir de l'argent. Donc ça bouscule un peu. Voilà, on va y arriver très vite. Est-ce qu'il y a des questions ? Bonjour, je voulais savoir s'il y avait un service d'accompagnement pour entrer dans VAS, en fait. Ou est-ce qu'il faut, on amène nos personnes et puis en avant. Alors, le service d'accompagnement, en quoi il consiste alors, je ne sais pas, est-ce que c'est un accompagnement, par exemple, en termes de présentation, en quoi consiste l'offre de service, ou est-ce que c'est, par exemple, une estimation financière, la présentation de la documentation, Je pense que c'est toute la chaîne, en fait. Grosso modo, c'est vraiment toute la chaîne. D'accord. Puis vous me passez un coup de fil. On va prendre un rendez-vous. Il y a une offre d'accompagnement dont on avait parlé dans le cadre de la construction des offres de services dans l'écosystème des offres Vitam, mais qui n'est pas finalisée aujourd'hui. Je ne pourrais pas vous en parler davantage. En revanche, Alice et Emmanuel, peut-être que vous pourrez ajouter, ou Camille. Alors, il y a, je dirais, globalement, il y a déjà un écosystème qui fait de l'accompagnement pour toute la partie métier, qui est principalement ce qui reste et ce dont on se préoccupe quand on va dans VAS, puisqu'on est fortement libéré des problématiques techniques. Il reste que, j'ai envie de dire, quand on va vers une offre de service comme VAS, on a un projet d'usage. Et ce projet d'usage, il va permettre de définir comment on veut archiver, qu'est-ce qu'on va archiver, donc tout un tas de questions métiers, et quel référentiel, et comment on va utiliser l'outil. Donc il faut effectivement une part de compétences pour ça. Et l'écosystème global, on va dire, du programme Vitam fournit déjà beaucoup de choses sur l'accompagnement, je dirais, standard, au travers de la présence au multilatéral, au travers du club utilisateur. Voilà. Après, quand on veut contractualiser également, là, il y a un accompagnement direct, je dirais, puisqu'il y a des échanges prévus avec le chef de projet VAS, avec principalement le chef de projet VAS pour ce qui est des aspects financiers, et un petit peu avec Alice et moi pour les aspects de contractualisation en plus. Voilà, donc là c'est très, très accompagné. Après, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas besoin d'être accompagné plus fortement que ça. Mais c'est là qu'on doit faire appel en tant qu'utilisateur à l'écosystème des ESN, du conseil, ou le faire soi-même, mais en tout cas, il y a une limite au-delà de laquelle les capacités du programme et du projet VAS, vu le nombre de personnes qu'on est, ne peuvent pas faire un accompagnement personnalisé, je dirais, de chaque utilisateur. Voilà. Si on en a besoin de plus, on peut aller trouver, un accompagnement au-delà du programme. Et effectivement, je te rejoins complètement. Et si je peux vous faire un retour d'expérience, utilisateur, en fait, la partie mise en route du SAE est vraiment la partie, entre guillemets, facile, dans le sens où elle est très accompagnée. Et c'est là où vraiment on peut travailler avec les équipes et on est accompagné pour comprendre comment le logiciel marche. Là où, en fait, c'est pas possible d'envisager de le faire autrement que de votre côté, avec, comme le dit Emmanuel, un appel si besoin, et si vous êtes limité dans vos ressources internes à une AMOA ou autre. C'est toute la partie qu'ont présenté Chloé et Méline. Et je ne sais pas du coup quel est votre
contexte, mais j'aurais presque tendance à vous conseiller de commencer par là avant même de vous interroger sur la possibilité ou pas de prendre VAS. Parce que c'est en faisant ça que vous saurez de quoi vous aurez besoin comme outil technique en fait. Et le VAS et un SAE de manière générale est une réponse, mais c'est pas la seule. Et parfois c'est pas la réponse justement. Et ça on s'en rend compte qu'après avoir fait ce travail-là de préparation, que pour le coup vous devez faire de votre côté. Mais il y a des dispositifs aussi qui existent. Je pense à l'appel à projet Diamant par exemple, qui peuvent vous permettre d'avoir une aide en fait pour faire cet état des lieux. Ça tombe bien, Mélanie, elle en parle en fin de journée, de mes diamants et d'Annette. Bah, parfait. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? En fait, c'est un peu une question à côté pour Camille, parce que du coup, tu m'as intéressée avec ta francisation. Là, moi, vous savez, mon dada avec les usages. Et du coup, quels sont les usages et les demandes d'accès ? Tu as une idée, en fait, par rapport au... Sur ces dossiers-là en particulier ? Oui. Alors là, le contexte de cet archivage-là, il est un peu particulier parce que ça correspond à un transfert de compétences entre l'administration des douanes et nous. Donc en fait, ce sont en réalité des dossiers qui, pour la plupart, sont encore vivants. D'autres qui sont déjà dans leur âge intermédiaire, mais c'est des dossiers qui ont une DUA qui est très longue et encore qu'on a réduite parce qu'elle était à 50 ans, on l'a passée à 20 ans après radiation. Mais voilà, pour la plupart, ce sont encore en réalité des dossiers qui vivent. Et donc, du coup, en fait, il va y avoir un besoin d'accès, mais qui est administratif, qui est de la part des services, qui vont avoir besoin de pouvoir récupérer ces dossiers-là si jamais ils ont des choses à faire dessus. Et là, pour le moment, c'est un petit peu un point d'interrogation quand même. Parce que l'urgence, parce que en fait, ces dossiers-là, c'est le fruit d'une numérisation. C'était des kilomètres et des kilomètres de dossiers papier qui étaient dans tous les bureaux des douanes au niveau territorial, qui du jour au lendemain se sont retrouvés basculés sur une gestion nationale. Donc il était impossible d'envisager de récupérer le papier. C'est pour ça qu'il y a eu ce choix-là qui a été fait de dire pour les services de la direction des affaires maritimes, on récupère tout, mais sous forme de copie fiable numérique. Sauf que là aussi, ça représentait des terras et des terras, donc impossible de leur laisser le bébé, entre guillemets, de les laisser gérer tout seul cette masse-là. C'est pour ça qu'on l'entre directement dans le SAE, mais du coup, c'est un peu particulier en termes d'accès. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Oui, Camille, j'ai une question pour toi aussi. Tu parlais des services déconcentrés, et là, tu parles d'un transfert aux douanes, et régulièrement, à chaque changement de gouvernement, il y a des services déconcentrés ou dans le cadre de réformes territoriales qui peuvent changer de ministère. Est-ce que ça résume pas le choix qui est multitenante, l'architecture technique qui est derrière? Est-ce que le fait que ces services puissent voyager dans l'univers des ministères ne clôt pas le débat? Alors, il y a plusieurs niveaux de réponse. Ça pourrait, mais ce serait dommage parce que, je veux dire, sans rentrer dans des enjeux hautement politiques qui sont les nôtres en ce moment, avec notamment les SGC, qui en fait correspondent à ce type qui nous posent beaucoup de problèmes parce qu'ils remettent en cause les fonctionnements qui existent déjà avec notre SIA et qui existent depuis des dizaines d'années. On se retrouve avec des archivistes en DDT qui du jour au lendemain passent au ministère de l'Intérieur d'un point de vue statutaire et qui du coup, qu'est-ce qu'on fait? Soit on leur dit vous n'êtes plus chez nous, vous n'avez plus accès à vos données, vous vous débrouillez, vous repassez au tableur Excel. Soit on essaye de trouver des solutions et techniques et organisationnelles pour permettre quand même de ne pas régresser dans ce qu'on propose aux services. On est quand même plutôt dans cette volonté-là, mais ça c'est clair que c'est la partie la plus compliquée de l'histoire. C'est qu'il faut trouver des manières de faire pour que ça tienne la route aussi d'un point de vue administratif et juridique. On va essayer. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Voilà. Du point de vue technique, fonctionnel, il n'y a pas de... C'est le même outil et c'est les mêmes capacités qui sont déployées.
Donc voilà, je pense que ça répond à la question.